Adel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, Gaza toujours sous le feu des bombardements. Plus d'une vingtaine de martyrs sont à déplorer alors que les forces d'occupation continuent de cibler les civils près des centres de distribution des aides. Les hôpitaux de Gaza, HS pour la plupart, sont en voie de se transformer en charniers dans les prochaines 48 heures. Le ministère palestinien de la Santé déplore le manque de carburant et de fournitures médicales. L'Iran passe de dévoiler des documents nucléaires sionistes sensibles liés aux installations nucléaires sionistes et à leurs relations avec les États-Unis, l'Europe et d'autres pays. Conflit en Ukraine, la Russie entame le processus de restitution des corps de soldats ukrainiens à Kiev. Des trains transportant les dépouilles ont pris ce dimanche la direction de la frontière. Et enfin, des dizaines de milliers d'Espagnols manifestent contre le gouvernement de Pedro Sánchez, l'accusant de corruption. Le chef de l'opposition appelle à sa démission. Bonsoir à toutes et à tous. Gaza baigne en plein cauchemar pour le 611e jour consécutif. Chaque jour est une lutte constante pour survivre aux bombardements sionistes et à la famine. Néanmoins, la liste des martyrs ne cesse de s'allonger. Le bilan s'est une nouvelle fois alourdi ce dimanche à 54 880 morts et 126 227 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 108 martyrs, dont une majorité d'enfants, sont arrivés dans les hôpitaux de la bande en seulement 24 heures. Des missiles comme s'il en pleuvait. Depuis l'aube de ce dimanche, au moins 21 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements et des tirs de l'armée sioniste contre plusieurs zones de la bande de Gaza. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, 8 civils ont été assassinés à Jabali al-Balad au nord de l'enclave. 4 autres Palestiniens, dont 2 fillettes, sont tombés en martyrs à Khan Younes dans le sud. Ils sont des centaines à s'être à nouveau retrouvés pris au piège alors qu'ils tentaient de récupérer des aides alimentaires à Rafah dans le sud. Les forces d'occupation ont ouvert le feu sur la foule près d'un centre d'aide. Bilan au moins 4 morts et plus de 70 blessés. Souhila Kilal. Les mains tachées du sang de son père, cette jeune Palestinienne est inconsolable. Entourée de sa mère, de ses frères et sœurs et du reste de la famille, elle a du mal à faire ses adieux. La jeune fratrie est anéantie. Le défunt est tombé sous les balles sionistes en allant chercher des aides à un point de distribution à Rafah. Il a fait la prière du Fajr puis il est sorti. 2 heures plus tard, on nous a dit qu'il avait été tué. Il travaillait comme charretier pour nourrir ses enfants. Il n'a rien fait. J'ai 5 enfants. Très tôt ce dimanche, les forces sionistes ont une nouvelle fois ouvert le feu sur des Palestiniens venus chercher des aides. La méthode est simple, rassembler un maximum de Gazaouis dans un point de distribution, les encercler au sol, par la mer et les airs, pour ensuite leur tirer dessus. Un guet-apens que les Palestiniens prennent le risque de subir pour nourrir leurs enfants. Ils nous ont dit qu'il y avait de l'aide à l'ouest de Rafah. Ils ont fait circuler la nouvelle hier. Nous sommes allés au poste de secours. Ils nous ont laissé entrer, puis nous ont encerclés. Un char est arrivé, nous a encerclés et a commencé à tirer des obus. Le bateau a tiré, les soldats à terre également. Nous n'avons pas pu sortir. Il y a encore des martyrs gisant au sol. Nous étions en route vers la zone d'aide humanitaire pour aller chercher de la nourriture. Lorsqu'on a été visé par des tirs alors que nous marchions, ils ont placé l'aide humanitaire à l'intérieur, près de la clôture, pour nous encercler. Ce qui se passe ces 2 dernières semaines à Gaza n'est qu'une nouvelle preuve du machiavélisme et de la barbarie sioniste. Après avoir tué plus de 54 000 personnes et blessé des milliers d'autres, après avoir quasiment rasé le tout Gaza, déplacé et affamé plus de 2 millions de personnes, Netanyahou se trouve une nouvelle lubie.
utiliser les aides pour appâter les Palestiniens et en faire une boucherie. Les pratiques tordues du chef de file sioniste l'élèvent au rang des plus grands tortionnaires du XXe et du XXIe siècle. Les forces d'occupation sionistes ont également fait exploser une maison à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza ce dimanche à l'aube, tuant et blessant un certain nombre de Palestiniens. Al-Quds News Network a rapporté que les équipes de secours et les ambulanciers ont récupéré au moins 8 martyrs. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé un nouvel appel pour sauver les enfants de Gaza et mettre fin à l'agression génocidaire sioniste en cours. James Elder, porte-parole de l'UNICEF, a lancé samedi soir un appel de détresse par vidéo depuis l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans le centre de la bande, appelant à la fin de la guerre, des souffrances des enfants, principales victimes de la barbarie sioniste. À noter que les dernières statistiques de l'UNICEF indiquent que 50 000 enfants ont été tués ou blessés depuis octobre 2023. Vous le savez, le système de santé à Gaza est quasiment HS. Le directeur de la santé du ministère palestinien de la santé à Gaza, Mounir Al-Borch, a indiqué que les hôpitaux de l'enclave se transformeront en charniers dans 48 heures, et ce en raison du manque de carburant, ajoutant que les camions de l'Organisation mondiale de la santé se sont arrêtés dans la ville égyptienne d'El Arish au milieu d'une grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales en raison du blocus sioniste. Dans une bande assiégée et meurtrie, les enfants jouent encore. Entre les décombres et les deuils, quelques jeux de fortune résistent. À l'occasion de l'Aïd, les familles tentent tout de même d'offrir quelques moments d'insouciance à leurs enfants affaiblis et traumatisés par le génocide. Maria Chouilleur. En plein cœur des ruines, un moment de légèreté triomphe. Ici, quelques minutes d'amusement valent de l'or. Ces instants suspendus permettent aux plus jeunes d'oublier un peu les bombardements et les deuils devenus trop fréquents. Avant la guerre, nous étions vraiment heureux. Pendant l'Aïd, nous attendions nos oncles, on nous offrait de l'argent à l'occasion de l'Aïd et nous allions au parc d'attractions, à la plage, au chalet. On brûlait de la paille de fer, on jouait avec des feux d'artifice. Nous étions vraiment heureux. Maintenant, il n'y a plus de cadeaux de l'Aïd, il n'y a que des martyrs. Là où les parcs ont disparu, l'enfance s'accroche à ce qu'il reste. Des trampolines rafistolées deviennent le seul terrain de jeu. Une balançoire bricolée, des petites balades à cheval, un monde entier qui s'ouvre aux enfants palestiniens. Aujourd'hui, c'est l'Aïd. Que signifie l'Aïd? Les enfants veulent des vêtements, de la nourriture, de la joie, jouer à la balançoire, recevoir des cadeaux et porter des vêtements propres. Dès le matin, ils entendent des chants, l'Aïd est là, on veut porter des vêtements neufs. Mais il n'y a pas d'Aïd, pas de vêtements neufs, pas d'argent, rien. Ces jeux improvisés sont les derniers refuges d'une enfance volée. Entre deux deuils, les familles tentent d'offrir un semblant de normalité. En cette deuxième année, des naïds passés sous les bombes. Avant l'Aïd précédent, avant la guerre, nous avions l'habitude d'offrir des cadeaux à nos enfants. Nos parents venaient nous offrir des cadeaux et nous en offrions à nos enfants. Nos maris travaillaient et cherchaient de la viande. Dans une Palestine occupée, les balançoires grincent, mais elles tiennent encore debout, tout comme les enfants qui s'y accrochent, envers et contre tout. Et en Cisjordanie occupée, les raids d'agression sionistes se poursuivent. Un jeune Palestinien est tombé en martyr et 2 autres ont été grièvement blessés au sud du gouvernorat d'Al-Khalil. Les funérailles ont eu lieu ce matin en présence d'une importante foule.
Le Madeleine, navire humanitaire de la coalition Freedom Flotilla en route vers Gaza pour briser le blocus sioniste, poursuit son périple à 24 heures seulement de sa destination finale. Les 12 passagers à bord, dont l'activiste Greta Thunberg et la députée française Rima Hassan, refusent de faire demi-tour, alors que le ministre sioniste de la Défense est annoncé ce dimanche avoir ordonné aux forces d'occupation d'empêcher la flottille de rallier le territoire palestinien. D'autres pays se joignent au mouvement pour briser le siège imposé sur l'enclave. Un convoi humanitaire terrestre est parti ce dimanche d'Algérie vers Rafah, à la frontière égypto-palestinienne. L'initiative algérienne pour le soutien à la Palestine et l'aide à Gaza a annoncé sur son compte officiel que le convoi comprend plus de 200 personnes, dont des diplomates, des parlementaires, des militants et des volontaires algériens, et transporte également une aide humanitaire symbolique. L'initiative algérienne se joindra donc au convoi de soutien lancé depuis la Tunisie et la Libye et se retrouvera en Égypte avant de rallier Rafah. La coordination de l'action commune pour la Palestine en Tunisie a donc elle aussi annoncé le lancement d'un convoi terrestre maghrébin à partir de demain lundi vers le point de passage de Rafah pour exiger la fin de l'agression sunniste et briser le siège imposé à l'enclave palestinienne. La coordination a indiqué dans un communiqué publié samedi soir que des milliers de volontaires marocains, dont des personnalités politiques, des syndicalistes, des professionnels des médias, des médecins et des avocats ont également exprimé à leur tour leur volonté de participer au convoi maghrébin pour briser le siège de Gaza qui partira de Tunis et d'autres villes en passant par la Libye et l'Égypte. Notre initiative fait entendre nos voix, celles des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Libyens et pourquoi pas celles des Égyptiens, ce grand peuple de plus de 100 millions de personnes, qu'ils rejoignent à leur tour cette initiative, cette caravane et cet élan de solidarité. Nous faisons de notre mieux avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en mesure d'accomplir à l'heure actuelle. Nous ne sommes que des peuples et non des États. Nous espérons que les gens comprendront notre démarche et verront que nous agissons malgré les pressions. À ce jour, 7500 personnes se sont inscrites via le premier formulaire. Bien entendu, ce ne sera pas le nombre final de participants au départ. Il sera inférieur. Cela dit, les appels téléphoniques que nous recevons quotidiennement continuent d'affluer. Dossier nucléaire, le ministre iranien du renseignement Esmail Khatib a déclaré ce dimanche que des documents nucléaires sionistes sensibles obtenus par Téhéran seraient bientôt publiés. Les documents en question sont liés aux installations nucléaires sionistes et à leurs relations avec les États-Unis, l'Europe ainsi que d'autres pays. Tout comme ces documents sont importants, les modalités de leur transfert vers l'Iran le sont tout autant. C'est pourquoi nous protégeons à la fois les modalités de transfert et les documents eux-mêmes. Et c'est pourquoi il a fallu du temps pour les annoncer afin de garantir leur transfert vers le pays en toute sécurité. Bien entendu, les modalités de transfert resteront confidentielles et protégées. Ces modalités de transfert ne seront pas rendues publiques de sitôt, mais les documents, si Dieu le veut, le seront bientôt. Les documents nucléaires complets ont été obtenus et transférés à l'Iran et il existe d'autres documents liés au lien avec l'Amérique, l'Europe, d'autres pays, ainsi que des documents de renseignement qui contribuent à la puissance stratégique du pays. Crise en Libye, le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeibah, a souligné l'importance de poursuivre les efforts nationaux pour parvenir à une réconciliation globale dans le pays. Selon un communiqué du gouvernement d'union lors de sa participation samedi soir dans la municipalité de Misrata, Abdelhamid Dbeibah a souligné l'importance de renforcer la communication directe entre le gouvernement, les municipalités et la communauté locale, et ce afin d'incarner l'unité, d'établir la sécurité et la stabilité et d'améliorer les services pour les citoyens dans les différentes régions de la Libye. Les autorités rwandaises ont officiellement annoncé le retrait de leur pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et ce à l'issue du 26e sommet ordinaire tenu samedi à Malabo en Guinée équatoriale.
Selon un communiqué de la diplomatie rwandaise, le pays regrette que son droit à la présidence rotative prévu par l'article 6 du traité constitutif ait été délibérément ignoré lors du sommet. Ce différend fait donc suite à un précédent incident en 2023 lorsque le Rwanda avait été exclu du 22e sommet ordinaire à Kinshasa. Ce retrait intervient à un moment où l'organisation connaît une escalade des divergences entre les gouvernements de la RDC et de la République du Rwanda au sujet de la position du groupe sur le conflit dans l'est du Congo. Interdiction de voyage imposée par l'administration Trump. De nombreux étudiants tchadiens qui songeaient à finir leurs études aux États-Unis ont vu leurs espoirs s'anéantir suite à cette décision visant, selon Washington, à protéger le pays, je cite, des terroristes étrangers. Je vous propose d'écouter ces témoignages. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de poursuivre mes études aux États-Unis, déjà pour la qualité de l'enseignement. Il y a un moment, j'ai déposé une demande de visa à l'ambassade et j'avais même été appelée pour un entretien, tout s'est bien passé. La décision m'a choquée. J'étais d'abord choquée et déçue. Après avoir passé l'entretien, j'avais espoir. Je voyais déjà mes rêves se réaliser. Mais après cette décision-là, j'ai été très déçue. Nous avons eu déjà les visas et voilà, la date est proche, juste seulement le 9 juin. Aucun Tchadien ne peut quitter pour aller aux États-Unis. Pourquoi? Ça va infecter beaucoup de choses, nous pouvons dire sur le plan académique, sur le plan économique et diplomatique. Exception faite pour les étudiants étrangers postulant pour la prestigieuse université d'Harvard. Le département d'État américain a demandé vendredi soir au consulat du monde entier de reprendre le traitement des demandes de visa pour les étudiants internationaux admis à l'université d'Harvard, annulant la directive émise un jour plus tôt qui ordonnait le rejet de ces demandes. Conflit en Ukraine, nouvelles avancées des troupes russes sur le terrain. Dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient repris le contrôle du village de Zoria dans la région de Donetsk. La Russie a également commencé ce dimanche à restituer les corps des soldats ukrainiens à Kiev. Les trains transportant les dépouilles ont commencé à se diriger vers la frontière dans l'après-midi. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant-général russe Alexander Zorin. в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6. Les trains de rapatriement commencent à circuler contenant les corps de militaires. Cette mesure vise à honorer la promesse faite par la partie russe aux Ukrainiens lors des négociations d'Istanbul, à savoir la restitution de plus de 6000 corps retrouvés dans les zones d'opération militaire spéciale. Malheureusement, ni avant-hier ni hier, la partie ukrainienne n'avait confirmé la réception de ces corps et des informations laissent penser que cette opération serait reportée à la semaine prochaine. Je confirme que nous attendons une notification officielle par un canal connu de la partie ukrainienne de la tenue d'une opération de restitution des corps. Je le répète, nous sommes prêts à restituer plus de 6000 corps par lot, par route et par train. De son côté, l'Ukraine a annoncé ce dimanche que l'échange avec la Russie de prisonniers et de corps de soldats tués qui devait se tenir ce week-end aurait lieu la semaine prochaine, après que Moscou et Kiev se sont accusés de retarder le processus. Разом зі всіма інституціями за дорученням президента, які дотичні до обміну і повернення. Sur le front, les offensives se sont particulièrement intensifiées ces derniers jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans une interview diffusée sur la chaîne américaine ABC ce dimanche que la récente attaque de son pays avait détruit plus d'un tiers des bombardiers stratégiques russes à l'aide de drones dits bon marché.
Nous pensons et nos analyses montrent que nous avons détruit 34% de leurs avions stratégiques. Nous devons préparer de tels plans et nous ne nous arrêtons pas. Nous avons préparé un tel plan parce que la Russie n'en est pas capable, car nous ne savons pas vraiment si elle arrêtera cette guerre. Elle ne veut pas arrêter la guerre. C'est là le problème. On en parlait tout à l'heure en titre, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Madrid lors d'une manifestation organisée par le principal parti d'opposition conservateur d'Espagne contre le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, l'accusant de corruption. Amalam Zenzitouni. Pas moins de 100 000 personnes rassemblées sur la place d'Espagne à Madrid. Un chiffre avancé par le Parti populaire espagnol qui est à l'origine de ce rassemblement dirigé contre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Un seul mot d'ordre, Pedro Sánchez démission. Ce gouvernement a tout sali. Il a sali la politique, il a sali les institutions de l'État, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression et la coexistence. Il a tout rempli de corruption, d'égouts et de mensonges. Et alors, à quoi s'attendait-il? Que nous restions silencieux? Non, l'Espagne ne se taira pas. Réélu en 2023, Pedro Sánchez est politiquement embourbé dans de sales draps. Il est accusé de corruption, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Plusieurs membres de son entourage seraient impliqués dans ces affaires. La dégradation de la situation sociale en Espagne, notamment la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation du chômage, ont porté un coup fatal au mandat du Premier ministre socialiste espagnol. La gestion catastrophique des dernières inondations qui ont touché l'Espagne n'a fait qu'aggraver la posture de Sánchez. D'ailleurs, le leader du Parti populaire appelle à convoquer des élections anticipées. Señor Sánchez, deje de esconderse. Monsieur Sánchez, cessez de vous cacher, cessez de mentir, cessez de fuir. L'Espagne sait déjà qui vous êtes, vous et votre peuple. L'Espagne en sait déjà trop sur ce que vous avez fait et nous continuerons d'en apprendre davantage. C'est pourquoi je vous dis de vous soumettre à la démocratie et d'organiser des élections. Nous les voulons maintenant car personne n'a voté pour vous, pour cela, personne. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental figure également parmi les sujets de discorde qui divisent le soutien indéfectible du parti politique au pouvoir au soi-disant plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental suscite de vives critiques. Plusieurs partis politiques ont émis des réserves, y compris des militants au sein même du parti politique de Pedro Sánchez, dénonçant la rupture de la neutralité historique de l'Espagne qui s'alignait depuis la fin de la colonisation sur la position des Nations Unies en faveur d'un référendum d'autodétermination au profit du peuple sahraoui. Et ce drame en Colombie, le sénateur conservateur Miguel Uribe, candidat à la présidence pour l'élection de mai 2026, a été blessé par balle samedi à Bogota dans ce que le gouvernement a qualifié d'attentat. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait l'homme politique de 39 ans en train de prononcer un discours lors d'un meeting de campagne dans l'ouest de la capitale quand des coups de feu ont retenti. Miguel Uribe a été transporté en urgence à l'hôpital où il aurait passé avec succès une opération chirurgicale. Pour l'heure, un adolescent de 15 ans suspecté d'avoir tiré sur le parlementaire a été arrêté par la police. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré de son côté qu'aucune hypothèse n'est écartée dans la fusillade du sénateur. On l'écoute. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre que des hypothèses. Et les hypothèses ne peuvent être écartées car cela affecterait l'investigation. Un dirigeant politique colombien, quelle que soit sa position, son équipe ou sa façon de penser, a été victime d'une tentative d'assassinat qui, espérons-le, échouera. Le gouvernement colombien condamne cet acte criminel.
Les Américains de Californie se soulèvent contre la politique de Donald Trump. Des militaires de la garde nationale ont commencé à arriver ce dimanche à Los Angeles sur ordre du président américain après 2 jours de manifestations parfois violentes contre sa politique migratoire. Un déploiement rare mené contre l'avis des autorités démocrates californiennes. Sport football, c'est un choc entre voisins qui fera guise d'affiche de la finale de la Ligue des Nations. Ce dimanche à 20h, le Portugal et l'Espagne se disputent la 4e édition du tournoi à Munich dans un duel 100% ibérique. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient déjà remporté en juin 2019 à domicile la première édition de la compétition créée en 2018 par l'UEFA et comptent bien inscrire leur nom pour une 2e fois au palmarès de cette compétition. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Al 24 News. À demain.